l'histoire, avec sa grande hache, mutile les corps ou les déplace. On quitte son pays, mais jamais sa langue natale, car elle reste notre patrie. Ce sont les récits manquants de l'histoire officielle que Saigon fait revenir comme des fantômes, hantant ceux qui ont dû s'exiler. Mon envie, en fait, au début, c'était de me dire, tiens, on va faire un spectacle dans un restaurant vietnamien. Non, mais ça paraît simple, mais finalement, de dire ça dans un restaurant vietnamien en France, ben, c'est déjà choisir un endroit du monde qui raconte déjà quelque chose, en fait. Quel est le trajet de ces gens-là? Comment on est là? Quels sont ces visages? Quelles sont ces histoires? Quelles sont les histoires de cette femme que l'on voit toujours en arrière-cuisine préparer des bobounes ou des soupes-faux? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme récit derrière ces visages? Le décor n'a pas été construit pour Gina Zobadel, mais en tout cas, on avait en tête une salle très panoramique, en fait, enfin très large. Et donc, notre scénographie, je la voulais aussi dans ces proportions-là. Après l'implantation ici, c'est vrai que j'ai décidé de reculer un maximum la scène, enfin l'espace de théâtre, pour que du coup, on ait une sensation vraiment un peu cinématographique, que tout d'un coup, les gens puissent avoir la totalité de l'image devant les yeux, que ceux qui se trouvent au premier rang ne soient pas trop immergés finalement, qu'ils puissent quand même avoir l'ensemble. Dans Saigon, par exemple, vous verrez, il y a une comédienne qui est amateur, qui est Marie-Antoinette, celle qui joue le rôle de celle qui tient le restaurant. Le fait d'arriver dans cette fiction, c'est comme le fait d'arriver tous les jours dans son restaurant. Je tiens le restaurant vietnamien. Il y a beaucoup d'histoires. Dans ce grand cadre cinémascope, parce que la musique, elle convoque aussi un certain pan du mélodrame hollywoodien. Le mélodrame, c'est un matériau compliqué. Quel type de limite vous êtes fixé? Comment vous placez le curseur pour dire, à ce moment-là, je peux monter la musique ou pas? Moi, je joue avec ça, avec les sentiments sur le plateau, les sentiments des spectateurs. C'est dangereux comme matériau. Le fait de pleurer, de ce terme mélodramatique, en tout cas, ce trajet des larmes-là m'appartient. C'est-à-dire, moi, j'avais envie je crois que j'aime pleurer. Mais j'aime pleurer pour des choses qui m'émeuvent. Sûrement que je comprends ça aussi. C'est sûrement quelque chose qui est lié à ma mère, de cette culture que j'ai dû avoir. Je me le suis jamais formulée avant, mais sûrement de ma mère qui passait des temps possibles à écouter des chansons d'amour aussi, à pleurer sur des choses comme ça. J'avais vraiment envie qu'on se dise, moi dans ma vie, je sens que je n'ai pas un problème avec mon père ou avec ma mère, j'ai un problème avec l'histoire et la géographie. Et moi, j'ai compris ça dans ma vie, vraiment, et ça a été quelque chose de très important. Que les larmes de ma mère, finalement, elles n'ont pas uniquement à se résoudre sur un siège avec mon psychanalyste et moi-même. C'est que quelque part, ces larmes-là de ma mère appartiennent aussi à l'histoire et à la géographie et aussi à l'histoire de la France. Je veux rentrer dans mon pays. Je ne veux pas rester toujours en France. Deux dates permettent à Caroline Guyela Nguyen de retrouver le temps perdu. 1956, l'année où tous les Français doivent quitter le Vietnam, et 1996, année où les exilés vietnamiens sont autorisés à rentrer chez eux suite à la levée de l'embargo américain. La question de la langue, ça me paraît très intéressant parce que, en fait, on voit bien qu'il y a des comédiens qui parlent le vietnamien et des comédiens qui parlent français. Mais en fait, si on va plus loin que ça, c'est encore plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on a des Viet Kieu qui, en fait, sont partis du Vietnam en 1956 et qui, en fait, reviennent dans leur pays et finalement ne parlent plus la même langue que celle qu'ils ont quittée. Yes. Yes. Wow. Et du coup, ça, par exemple, c'est une question de langue. Tout d'un coup, en fait, ils parlent une langue d'une ville qui n'existe plus, d'un temps qui n'existe plus. Et ça, effectivement, moi, pour avoir accompagné ma mère au Vietnam, j'ai pu voir ça. Ces Vietnamiens, ces Viet Kieu qui parlent un autre vietnamien que les jeunes Vietnamiens, là, aujourd'hui, qui vivent à Ho Chi Minh Ville, tout d'un coup, qu'à l'intérieur de la langue s'inscrivait le temps et s'inscrivait la géographie, enfin l'histoire et la géographie, vraiment, le parcours d'exil. Notre langue maternelle est une langue de cœur, la langue du pays d'adoption, une langue de raison. Entre les deux, combien d'exils, combien de déchirures. Merci les gloires, l'endroit où tu posais ta tête.
est le plus fort pour moi, c'est de venir avec cette équipe-là au festival. C'est de venir avec ces visages-là, ici, et de raconter, de déposer cette histoire-là. Dans ce festival-là, devant 500 spectateurs chaque soir. On va trinquer. Oui, on va trinquer. On va se réveiller. Et là, oui, oui. Chaque soir, en fait, en coulisses, je leur dis, on fait toujours un mot, et je leur dis, redéposer cette histoire devant 500 autres visages. Et cette histoire est une histoire qui manque en France. Enfin voilà, pour moi, ça m'émeut pour cette raison. On ressent vraiment l'atmosphère du Vietnam. Il y a toutes ces traditions, toute cette pudeur. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'à des moments c'était un peu long, mais sinon c'était très bien. Personnellement, ça m'a ramené aussi une histoire personnelle, mais je crois qu'au-delà de l'histoire personnelle, c'est aussi une histoire universelle sur la douleur, sur l'absence. Moi je retrouve mon Saigon, parce que je suis saïgonaise.